Normalement, il devrait nous le mettre. Impeccable, on a 23 spectateurs. Et je vais juste partager sur Twitter et sur le Discord. Comme ça, on sera tout bon. Hop, hop, hop. Et voilà, j'arrête de t'embêter avec tout ça. On est prêt. On va pouvoir commencer à discuter. Tac. Est-ce que tout le monde nous voit correctement? Est-ce que tout est bon? Hop, moi je me mets juste les questions. Et voilà. Ouh, mais il y a tout plein de messages sur le chat déjà. Oh là là, génial, génial, génial. Salut Salut tout tout le le monde, monde. salut tout le monde. Et bah écoutez, bienvenue les gars pour ce premier live, j'ai envie de dire. Enfin, premier, j'exagère peut-être, j'en avais fait il y a très 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 longtemps. Et du coup, on se retrouve pour un live avec Abdel de chez Starknet. Est-ce que tu peux commencer par peut-être te présenter, expliquer un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Ouais, déjà salut à tous et merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Ouais, donc moi c'est Abdel, je travaille actuellement chez l'entreprise Starkware qui développe notamment le protocole Starknet qui est un layer 2 sur Ethereum. Et avant ça, j'ai eu pas mal d'autres expériences dans le domaine de la crypto, mais notamment mon expérience la plus significative en dehors de Starkware, c'était chez Consensus en tant que Ethereum Core développeur pendant plusieurs années. Et avant la crypto, j'ai travaillé dans le monde fintech, donc dans le monde du paiement mobile. Donc voilà. Et donc maintenant, je travaille chez Starkware, donc sur le protocole Starknet. D'accord, ouais, du coup c'est cohérent en fait, t'es passé de la fintech à tout ce qui est Web3. Ouais, exactement. Ouais, ouais. J'ai été mordu. Principalement, mon gros moment, c'était vraiment en 2015 avec la découverte d'Ethereum. Et du coup, à ce moment-là, j'avais qu'une idée en tête, c'était de rejoindre ce domaine. Mais au début, j'avais d'abord essayé un petit peu de convaincre ma boîte qu'il y avait des trucs à faire parce que d'autant plus qu'on était déjà dans le milieu bancaire, en connexion avec les banques, avec aussi Mastercard, Visa et compagnie. Donc, je me disais qu'il y avait potentiellement des choses à faire. On a fait quelques expérimentations, mais les fondateurs du projet ne croyaient pas vraiment en la blockchain. Et moi, j'y croyais fermement. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, je prends mon envol et je veux rejoindre ce domaine. Ça, c'était trop excitant, trop attirant pour moi. Et donc, je me suis lancé. Excellent. Bah, d'ailleurs, on aura une question un petit peu plus tard qui viendra par rapport à ça de quelqu'un qui se demande comment est-ce qu'on peut passer du Web 2 au Web 3 en tant que développeur, quoi. Mais je pense Ouais, qu'on va ok, tout de bon, suite sans problème. attaquer avec des sujets un petit peu plus direct dans l'art, quoi. La première question, évidemment, hein, tu t'en doutes, c'est le truc que quasiment tout le monde attend, c'est au niveau du token. Lors de l'interview précédente que tu avais fait avec le journal du coin, si je dis pas de bêtises, tu avais parlé qu'on pouvait payer les frais de gaz, enfin en tout cas qu'on pourrait dans le futur, quand ce sera disponible, qu'on pourrait payer les frais de gaz avec le jeton Stark du coup. Comment est-ce Ouais, que c'est effectivement. quelque chose qui peut fonctionner? Parce que normalement, enfin, ça veut dire que l'Ethereum ne sera plus le jeton natif de Starknet? Il restera possible pour les utilisateurs de payer en ETH, mais in fine, le jeton natif ouais, deviendra le Star Token. Mais d'un point de vue user, il sera toujours possible de payer en ETH si le souhaite, mais il y aura une conversion qui sera faite under the hood. Mais voilà, du coup, oui, effectivement, on peut considérer que le token natif de Starknet deviendra le Stark, alors qu'aujourd'hui, effectivement, c'est l'ETH, dans le sens où c'est le seul token aujourd'hui qui peut permettre de payer les frais de transaction sur Starknet, et demain, ce sera plus le cas, il y aura le Stark et l'ETH, mais in fine, au niveau du protocole, ce sera vraiment le Stark. Et il y aura une conversion qui sera permise pour faciliter pour les gens qui veulent payer en ETH. Mais effectivement, le token natif deviendra le Stark. D'accord, ouais, donc tu auras la possibilité de payer les frais de gaz directement soit en Ethereum, soit en Stark, et au final, tu auras la conversion Stark Ethereum, quoi. Ouais, tout à fait. Ça Exactement. me fait penser un petit peu à Métis qui fait, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu connais Métis. Alors, je connais un petit peu, j'ai jamais trop deep dive leur truc. Non, c'est pas un fork de l'OP Stack. C'est aussi une L2, mais ils font des choix un petit peu particuliers, assez différents de ce qui se fait. Et c'est Ouais, une des rares L2 là où tu peux payer, bah, pas en Ethereum du coup, mais en Métis pour les frais de gaz. d'accord. Ok. Ouais, d'accord. Dans ce cas-là, oui, c'est un peu similaire dans ce cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que
sur Starknet, il n'y a pas vraiment d'asset natif parce que même l'ETH, finalement, c'est un ERC20 sur Starknet. Et Ouais. pareil pour le Stark, ce sera aussi un ERC20. Donc, c'est pas comme sur ETH où vous avez l'ETH, qui est l'asset natif du protocole, et les ERC20. Là, ce ne sera pas le cas. Tout est un ERC20 sur Starknet, y compris le Stark lui-même. D'accord. Ensuite, tu parlais également de gouvernance finalement au niveau de l'utilité du token. Et là, Mhm. est-ce qu'on pourrait voir le déploiement d'applications qui sont un petit peu comme Snapshot, ou alors est-ce qu'au niveau de la gouvernance, ce sera vraiment quelque chose qui va être dédié à Starknet et donc il y aura vraiment rien d'autre que Starknet dessus? Il est prévu d'utiliser des applications de type Snapshot, etc., pour faciliter la gouvernance. Il y a Snapshot X, qui est la version Starknet de Snapshot. Donc, ils travaillent dessus actuellement et c'est probablement ce qui sera utilisé pour orchestrer les votes de la gouvernance. C'est déjà le cas d'ailleurs, c'est pas dans le futur, c'est déjà le cas. Il y a déjà eu des votes pour l'instant, c'est des votes pour dire oui ou non sur les versions de Starknet. Donc, par exemple, la dernière version de Starknet a été votée par ce moyen-là. Donc, il y a un système il y a un système de délégation. Et donc, les délégués peuvent s'exprimer et voter sur les choix de gouvernance. Donc, bien sûr, quand le token sera plus largement distribué, bah, tout le monde pourra participer à ces décisions de gouvernance et déléguer ces tokens pour la gouvernance, etc. Mais pour l'instant, il y a la fondation Starknet, il y a Starkware et il y a une centaine, un peu plus de 100 personnes de l'écosystème des builders qui sont des délégués qui peuvent voter justement, qui ont des tokens qui ont été délégués par la fondation, qui leur permettent de voter sur les décisions de gouvernance et notamment sur les votes sur les versions de Starknet. D'accord. Ok, merci. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà live, Snapshot X, ou c'est quelque chose qui est en cours de développement? Ouais, et c'est déjà live. Il me semble que le dernier vote a été fait dessus, hein, je crois. Je veux pas dire de bêtises, ça met le doute. Mais je crois que c'est comme ça que le vote a été fait la dernière fois. The first vote, test snapshot vote. Parce qu'il me semble que j'avais cherché sur Snapshot et que j'avais vu une DAO qui existait avec les tokens Stark. Je sais pas si c'est par rapport à ça ou pas. Voilà, si c'est ça. Donc snapshot et starknet.th. Voilà. Donc là, et le lien dans le forum de la communauté, il était là. Donc ça, le lien que je t'ai envoyé, community.starknet.io, c'est vraiment le gros hub où toutes les discussions autour de Starknet ont lieu. Donc c'est le meilleur moyen de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du protocole, de tout ça. Donc il y a pas mal de catégories, il y a une catégorie gouvernance, etc. Donc vous pouvez voir tout ce qui va concerner les votes, euh, etc. Et du coup, effectivement, Snapshot pour le vote. Ouais. Ok, bah écoute, je mettrai ça en description, comme ça ceux qui veulent aller checker, bah, ils pourront directement aller cliquer dessus et voir tout ce qu'il y a d'intéressant dedans. Ouais. Toujours sur le token, tu parlais, enfin, dans la dernière interview, il y avait la mention de stacking. Ça ferait référence à quoi le stacking pour le jeton Stark? Si c'est quelque chose dont on peut déjà parler. Ouais. Donc le stacking, c'est quelque chose qui va intervenir au moment où le réseau va être décentralisé. Donc là, il est toujours opéré unilatéralement par Starkware, donc le séquenceur, donc qui est l'entité qui va créer les blocs sur le L2. Il est opéré unilatéralement par nous. Mais l'idée, bien sûr, évidemment, c'est que à terme, le réseau soit décentralisé. Et donc, ça veut dire qu'il y aura plusieurs entités qui vont sécuriser le réseau et qui vont créer des blocs. Et donc, bah, on aura besoin d'un mécanisme de consensus. Et il a été décidé d'opter pour un mécanisme de proof of stake pour D'accord. incentiver les producteurs de blocs à créer des blocs et sécuriser le réseau. Donc, on a besoin d'un mécanisme de staking. Donc, c'est pour cette raison que le staking interviendra pour gérer les incentives pour les gens qui vont sécuriser le réseau. Donc, c'est pour entamer la phase de décentralisation de Starknet. D'accord, merci.
Et dernière question sur le jeton, et celle-là, bah, j'imagine que tu t'y attends, hein, c'est le fameux When Airdrop. Ouais, évidemment que je m'y attendais. When airdrop, eh ben, je ne peux pas répondre à cette question pour être honnête. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus. Je vous invite à regarder les articles Medium qui parlent de ce que j'ai un peu dit sur l'utilité du token, sur le mécanisme de gouvernance, le staking, le paiement des fees. Et un petit peu, il y a dans les articles quelques idées potentielles pour rémunérer les builders d'applications sur Starknet ou autres. Mais je ne peux pas répondre sur une éventuelle date ou même la présence d'un tel événement. D'accord. Alors, on va passer à une ou l'autre question que j'ai vue dans le chat. Tu pourras me dire si le nombre de spectateurs diminue drastiquement après que j'ai dit ça ou pas? Non, écoute, étonnamment, c'est en train de monter. On est à D'accord, ok. 61 personnes là actuellement en simultané. Ah, pas mal, c'est On, cool. on est en Ça, train de c'est cool. monter, donc ça veut dire que D'accord. ils étaient pas que là pour ça. Ouais, C'est intéressant, plutôt une bonne intéressant. nouvelle, je pense. Ah, Ouais. 57 malheureusement. Ah ouais, bon, bah, il y en a 4 qui étaient là que pour ça. On va passer juste à deux trois questions que j'ai vues sur le chat. Alors, c'est Vince qui nous demande quels use cases seraient les plus pertinents pour l'utilisation de Starknet. Est-ce que ce serait le gaming, la DeFi par exemple, ou quelque chose de carrément autre? Ouais. Bon, bah, un peu tout ce qui se fait de manière globale sur toutes les chaînes qui permettent de faire, de déployer n'importe quel smart contract. Mais plus particulièrement, là où je pense que Starknet, c'est vrai, peut briller particulièrement, bah, ça a été cité par la personne, c'est le gaming. Ça, c'est une verticale qu'on voit qui grossit fortement sur Starknet. On a beaucoup d'acteurs qui sont très impliqués dans le gaming, qui construisent aussi justement tout ce qui va être nécessaire aux développeurs de jeux on-chain pour aller plus vite, pour utiliser des choses existantes. Donc on a notamment l'initiative Dojo sur l'écosystème Starknet qui justement développe le moteur de jeu on-chain en Cairo. Cairo qui est le langage de smart contract sur Starknet. Et donc, bah, c'est quelque chose qui, pour un développeur de jeu, bah, c'est des briques que tu peux prendre et utiliser pour développer toi tes smart contracts et les déployer sur Starknet plus facilement. Donc, ça permet de gagner du temps et de te concentrer sur la logique de ton jeu plutôt que de redévelopper le moteur du jeu. Bah, c'est un peu comme dans le monde du jeu vidéo classique. Il y a eu ce syndrome pendant très longtemps que tous les développeurs de jeux, bah, ils devaient développer d'abord leur moteur de jeu avant de développer leur jeu, mais il se trouvait qu'ils n'avaient plus assez d'argent au moment où ils avaient fini de développer le moteur du jeu. Et du coup, le projet du jeu mourait, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a eu des bons moteurs de jeu qui sont apparus et qui ont permis aux gens de se focaliser sur le jeu qu'ils voulaient développer. Donc, les gens qui ont créé Dojo sur Starknet, ils sont partis du même principe. Ils se sont dit, bah, OK, on va commencer déjà à construire le moteur. Comme ça va faciliter la création de jeux sur Starknet. Donc, ce moteur est en train d'être bien construit. Il avance très bien. Donc, j'invite tous les fans de jeux on-chain à regarder Dojo. Il y a des gens qui commencent à builder des jeux avec et tout. Ça devient vraiment intéressant. On a un premier jeu qui a été déployé sur le mainnet qui s'appelle Influence. Je vous invite à regarder leur Twitter. Euh, Ils font des choses très sympas. Donc ouais, le gaming, c'est une verticale qui, je pense, peut pas mal briller sur Starknet. En tout cas, vraiment, la puissance de calcul qui est permise par Starknet est très propice aux jeux on-chain qui sont très gourmands en calcul. Et donc, que vous pouvez pas vraiment faire sur des chaînes qui sont compatibles VM et compagnie parce que bah, nous, justement, l'une des promesses de Cairo, c'est d'avoir plus de puissance de calcul on-chain. Donc, bah, typiquement, c'est vrai que le on-chain gaming, ça se prête plutôt bien à ça. Il y a aussi une autre verticale qui est intéressante et qui est un peu assez unique sur Starknet, c'est la verticale du machine learning, de l'IA, avec pareil, un peu de la même manière que Dojo crée le moteur pour les jeux, il y a Giza, Giza Tech, qui crée le moteur pour la partie machine learning sur Starknet, donc avec des frameworks qui permettent aux gens d'avoir des briques nécessaires pour faire du machine learning, etc. Et c'est pareil, c'est aussi très gourmand en calcul. Donc, pour faire du machine learning, etc., des primitifs comme ça on-chain, ben, il y a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Donc, Starknet s'y prête bien. Donc, ouais, je citerai ces deux verticales-là en exemple un peu exotique et sympa qu'on voit émerger sur Starknet qui sont pas vraiment présentes ailleurs. Et puis, bah, après, comme tu l'as dit, évidemment, la DeFi et compagnie, mais en spécificité, ouais, je dirais le gaming et l'IA probablement. Ok.
Ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai vu assez récemment qu'il y a plusieurs applications qu'on peut voir sur Dapland, par exemple, là où tu vas avoir des choses qui se rapprochent vraiment du gaming, chose qu'il y avait pas encore il y a quelques mois, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Donc là, ça commence à fortement se développer, notamment grâce à l'arrivée de Dojo. Et je pense que ça va continuer à évoluer assez vite. Moi, j'avais pris un crewmate chez Influence, mais c'est assez compliqué. Je sais pas s'ils ont prévu de faire des tutoriels ou quoi, mais je me suis heurté à un problème où je savais Ah, d'accord. déjà très rapidement ouais, pas quoi faire. Donc, Ah, bah, c'est intéressant. Il faudrait que tu leur remontes le feedback à l'occasion ou à moi et je peux leur remonter à la team si tu veux. ouais, si jamais, parce que Euh, j'ai essayé, j'ai imité un crewmate et avec toutes les options, là où tu peux te déplacer, là où tu peux mettre les paramètres au niveau du gaz, comment ta soucoupe volante elle est censée se d'accord. déplacer, etc. J'avoue que j'étais complètement perdu. Et c'était Ok. le même feedback que j'avais reçu sur le Discord aussi, donc je pense pas être le seul dans la situation, quoi. Ok, bah, très intéressant. Ravi que tu m'en dises plus à l'occasion et que je transmette à la team. Ouais, totalement possible. Alors, ensuite, l'évolution de l'écosystème Starknet jusqu'à présent, est-ce que tu en penses? Hmm. Euh, alors, je dirais que jusqu'à il y a 6 mois, c'était assez compliqué pour les développeurs de l'écosystème parce qu'il y avait beaucoup de choses mouvantes au niveau du protocole Starknet et au niveau du langage Cairo qui a été complètement refondu pour une nouvelle version qui était totalement différente de la première version. Donc c'était assez difficile et pénible pour les gens qui étaient là avant parce que bah, du coup ils se sont retrouvés à développer leur application 2 fois finalement, une fois avec la version Cairo 0 et une fois avec la nouvelle version de Cairo. Donc ça a été quelque chose, une phase de transition qui a été un peu délicate. Mais maintenant qu'on a la nouvelle version de Cairo, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus agréable de développer avec le langage. Donc c'est un langage qui maintenant ressemble très fortement à Rust, qui est un langage qui est très prisé par les développeurs, qui est de plus en plus populaire. Donc ça c'est une bonne chose parce que ça permet de l'apprendre plus facilement. Et puis le tooling qui est de mieux en mieux, notamment avec l'arrivée de Starknet Foundry, qui est l'équivalent de Foundry, qui est sur l'écosystème Ethereum l'outil le meilleur outil de développement pour développer des smart contracts, les tester, les déployer, etc. Et donc, on a l'équivalent pour Starknet maintenant. Donc, ça, c'est assez agréable. Donc, je dirais que d'un point de vue développeur, l'expérience maintenant est vraiment bien. Donc, ça va leur simplifier la vie. Et donc, bah, ça rejoint un petit peu la partie application et utilisateur. Donc, c'est pour ça aussi que il y a eu pendant longtemps un petit baisse de rythme en termes de nouvelles applications déployées, etc. Je pense qu'on est en train de voir un renouveau maintenant. Et on a notamment de belles applications très, très prometteuses qui sont là sur le mainnet. Notamment, tu as fait un très beau thread à ce sujet sur Ekubo, qui est un très bel exemple d'une belle application qui est un succès pour moi sur Stacknet. Ekubo, donc, qui est un AMM. Donc, c'est intéressant, c'est un ancien core développeur de Uniswap qui a travaillé énormément, notamment sur l'Uniswap V3, et qui a décidé de quitter Uniswap pour fonder son propre projet Ecubo. Et il a décidé de venir sur Starknet. Et bah, il a déployé déployé Ekubo, qui est un AMM qui ressemble à Uniswap V3, V4 même, mais pas encore sur le mainnet. Donc avec le système de liquidité concentrée. Donc, j'invite les gens à regarder ton thread parce que tu expliques vraiment très bien ce que c'est Ecubo. Mais ça, Merci. c'est un très bel exemple parce que je pense que Ecubo est probablement l'un, si ce n'est AMM le plus capital efficient de l'industrie crypto. En tout cas, je suis persuadé qu'il va l'être, notamment avec la V4 que Moody est en train de préparer. Et donc, c'est une belle vitrine aussi de la puissance de Cairo et de Starknet. On peut faire des choses très poussées, très évoluées. Et c'est hallucinant la vitesse à laquelle Ekubo a été développé, pardon, par une seule personne d'ailleurs. Bon, c'est un énorme outil, hein, évidemment, mais quand même, ça en dit long. Et lui, qui a fait énormément de Solidity, il a partagé un petit peu son retour d'expérience de Cairo publiquement et a dit que pour lui, enfin, c'était indéniable que Cairo était un bien meilleur langage que Solidity. Et ça, c'est très prometteur. Qu'un OG comme lui, qui a travaillé énormément sur Uniswap, dise ça, je trouve que c'est un très bon signal. Et après, d'un point de vue utilisateur, bah, je pense qu'on a aussi des applications qui sont assez sympas à utiliser,
comme Avenue, par exemple, qui est un agrégateur d'AMM, donc notamment qui est intégré avec Ekubo. D'ailleurs, une des preuves de l'efficacité de Ekubo, c'est que Ekubo est arrivé tardivement comparé à d'autres AMM qui étaient déjà présents sur l'écosystème comme SeedSwap, JediSwap et d'autres. Et très rapidement, en quelques semaines, en fait, Ekubo a été déployé sur le mainnet et a été intégré sur Avenue. Et il a chopé la grande majorité du trafic de swap sur Starknet en très peu de temps. Et pourquoi C'est pas parce que Avenue va favoriser Ekubo, c'est qu'un agrégateur, lui, il va juste prendre la route la plus optimisée. Donc, il va prendre l'AMM qui va donner la meilleure quote, le meilleur prix pour un swap donné. Et il se trouve que Ekubo est tellement efficace, c'est pour ça qu'il est en mesure de récupérer une grande partie du trafic, du volume qui est swappé sur Ethereum. Donc, je pense que c'est un très bon signal aussi de l'efficacité qu'on peut avoir en développant des applications en Cairo. Et voilà, donc je pense que là, on va commencer à avoir de plus en plus d'applications. On a Focus Tree qui s'est lancé aussi récemment. Oui, oui, celui-là, je l'ai vu passer sur Twitter. Alors, c'est celui-là que je voulais mentionner tout à l'heure quand tu parlais des jeux. Celui-là, je Ouais. l'ai vu passer, ouais, il a l'air assez sympa. En plus, c'est uniquement sur mobile. Donc, ce sera un wallet smart contract aussi, directement. Ouais. Ouais, et du coup, ouais, c'est un peu sympa. On commence à avoir des applications un peu plus orientées utilisateurs et je pense que ça va être sympa de voir ça se développer. Voilà. D'accord, ouais, je voulais mentionner que moi aussi, ça fait un petit moment, notamment depuis le déploiement avec Avenue et Kubo, que je commence à passer plus de temps sur Starknet. Et c'est vrai que ces deux apps-là, en fait, j'ai l'impression que ça montre un petit peu un renouveau, quelque chose qui change par rapport au Jedi Swap, etc. qu'on avait avant, et qu'on est en train de passer un autre cap, quoi. Ouais, ouais, Il y a tout à quelqu'un fait. qui demandait est-ce qu'il y a un endroit pour des outils sources, en fait, pour commencer à utiliser tout ce qui est Cairo. J'ai vu qu'il y a un book qui a été mis à jour il y a pas longtemps avec des outils pour apprendre et tout ça. Je pense que Hum. c'est le bon outil, c'est ça? Pour apprendre le langage, ouais, tout à fait. Le Cairo Book, donc je peux t'envoyer le lien. Tac. Il y a quelques ressources qui peuvent être intéressantes. Il y a le Cairo Book, il y a le Starknet Book. Ouais. Je vais envoyer un troisième, comme ça sera fait. Il y a Starknet by Example, qui est développé par Nethermind, donc tu as un ensemble d'exemples de cas concrets, de smart contracts, etc., ou qui apprend à développer des concepts un peu plus poussés. Et après, enfin, je citerai Node Guardians. Une fois que vous avez des skills, que vous avez fait le Cairo Book, etc., je vous invite à aller sur Node Guardians, qui est développé par Samy, qui était au Journal du Coin avant. Et vous avez des quêtes en Cairo. Et c'est un très bon moyen. Par contre, c'est pas pour un niveau beginner, donc je vous invite fortement à commencer par les liens d'avant, Cairo Book, Starknet Book et compagnie. Et une fois que vous êtes un peu familier avec le langage, vous pouvez faire les quêtes sur Node Guardian. Et après, une fois que vous vous sentez prêt, venez sur le terrain. Le meilleur apprentissage, c'est sur le terrain. Donc, on a beaucoup de projets qui sont open source. Donc, ça veut dire que vous êtes invité à venir développer dessus. Et non seulement vous êtes invité à développer dessus, mais en plus, on vous paye. Donc, on a un programme de rémunération pour les gens qui vont contribuer sur les projets open source de l'écosystème. On utilise une plateforme qui s'appelle OnlyDust et c'est une plateforme sur laquelle justement on peut rémunérer les gens qui vont contribuer sur ces projets. Donc le chemin, c'est ça, vous apprenez, vous faites les premiers tutoriels, vous apprenez à développer en Cairo. Ensuite, quand vous commencez à être un peu familier avec le langage, vous faites les quêtes sur Node Guardian. Et ensuite, quand vous êtes prêt, venez perfectionner vos compétences sur le terrain en développant concrètement sur des projets. Et en plus, en bonus, vous êtes payé pour le faire. Et après, c'est le chemin pour soit développer votre propre projet sur l'écosystème Starknet ou pourquoi pas trouver un job dans l'écosystème parmi un projet existant. Yes, pour ceux qui demandent les liens, je les mettrai à la fin dans la description. L'installation pour le live est un petit peu bancale, je maîtrise pas encore à 100%, donc j'ai pas envie de faire bugger le truc, toucher à quelque chose. Donc je mettrai en fin de la vidéo directement dans la description, ou alors je les mettrai sur le Discord, comme ça il y aura tous les liens qui seront disponibles. J'ai vu Rico qui demandait si quelles sont les plus grosses marketplaces NFT sur Starknet et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à ce niveau-là? Je ne sais pas quelles seront les plus grosses. Pour l'instant, il y a Flex et Flex Marketplace et Pyramide, je crois. Ouais. Donc c'est flexin.gg pour Flex Marketplace. Et Pyramide, je ne sais pas si elle est live d'ailleurs. Si, il me semble que c'est live. Si, Ouais, j'ai déjà utilisé. Pyramide.market, ouais, ok, ouais, c'est live en effet.
Donc, je ne sais pas quelle sera la plus grosse. Après, évidemment, on peut fortement présager que avec l'arrivée, enfin, quand Starknet va grossir, etc., en termes de user et liquidité, on verra aussi des OpenSea, Blur et compagnie qui intégreront Starknet très probablement. Mais en attendant, les plateformes natives Starknet, ouais, il y a Flex et Calm. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Satoru? Ouais, tout à fait. Expliquer un petit peu ce Euh, que c'est. J'avais fait un post dessus et voir ton retour dessus, expliquer clairement ce que c'est. J'ai vu que dans les commentaires et sous le tweet, il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas compris exactement la démarche derrière. Si ouais. tu veux bien faire un petit retour là-dessus, s'il te plaît. Ouais, d'ailleurs, j'ai bien aimé la façon dont tu as amené ce thread sur Satoru. Et c'est vrai que quand tu l'as expliqué, tu l'as très bien expliqué aussi que c'est une démarche qui est aussi assez unique finalement, le côté de allez, venez, on vous fait tout le travail, après vous le prenez et faites-vous plaisir. C'est un peu ça en réalité, c'est exactement ça même. Donc l'idée, donc moi, je dirige la team exploration de chez Starkware et c'est exactement ça que je fais, c'est que je crée des projets. Ensuite, il y a des gens de la communauté qui nous rejoignent, on développe ces projets ensemble, etc. Et quand ils sont suffisamment matures et prêts, et ben les gens, les projets, on les laisse prendre leur envol, devenir autonomes, créer des entreprises, etc. Donc c'était le cas par exemple de Kakarot que j'ai démarré en tant que projet d'exploration et qui est maintenant aujourd'hui un projet qui est complètement autonome, qui a créé une entité légale et qui a fait une levée de fonds et qui est un projet qui suit son cours tout seul maintenant. Et Satoru, bah, c'est un projet qui suit aussi le même chemin. Donc, c'est une plateforme de synthétiques. Donc, par exemple, pour construire un perpetual exchange comme GMX qui est le plus gros perpetual exchange sur Arbitrum. Et on s'est inspiré du design de la GMX V2, qui est un nouveau design qui est plus modulaire, plus générique. Et on l'a redéveloppé en Cairo, en gros. Et l'idée, c'est que c'est du public good. Donc, ça veut dire que nous, on développe juste, mais on va jamais le monétiser, on va jamais le lancer, on va jamais faire un token avec. Donc, on vous laisse pour la communauté à tous ceux qui veulent construire un projet avec. Donc, il y a déjà une team qui est en train de construire Zoral avec, qui va être un GMX, qui va utiliser Satoru, justement. Et eux, bah, du coup, ils vont faire un front-end avec et un produit avec. Un jour, ils lanceront probablement un token et compagnie. Et donc, c'est un peu ça la démarche. Donc, on invite tout le monde à venir développer sur ces projets. Et c'est ce genre de projet que je référençais tout à l'heure sur lesquels vous pouvez contribuer et être rémunéré en même temps. Et bonus, bah, vous pouvez même les prendre et créer votre business avec, si ça vous fait plaisir. Et le cœur vous en dit. C'est Donc, très c'est un cool, peu ça ouais, la parce qu'il y démarche. a. En fait, le code qui est écrit là et qui est open source, c'est uniquement le code en Cairo, c'est-à-dire qu'il faut venir rajouter un front-end dessus, hein, on est bien d'accord là-dessus, Exactement. ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il faut Non, rajouter parce un qu'il y a deux, front-end. trois personnes qui demandaient sur le Twitter, mais il est où le site, il est où le projet, mais du coup, c'est la librairie derrière, enfin, je sais pas si on peut parler de librairie, mais ça va être tout le code Ouais, derrière en Cairo qui est disponible, du coup, tout le back-end, mais c'est aux ouais, différentes personnes exactement. qui veulent construire dessus de venir apporter toute la partie visuelle, toute Ouais. l'UI, ouais. On aura une UI de test qui est gentiment fournie par la team Zoral que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on s'est mis d'accord, ils ont gentiment proposé qu'ils laisseraient accès à leur front-end pour des tests, mais pas pour des usages commerciaux. Donc, c'est ça, vous pouvez choisir la licence qui va bien. Il y a une notion de licence, en fait, quand vous faites du code. Donc, ils vont faire une licence qui va permettre aux gens d'utiliser leur front-end en mode test, mais seuls eux pourront l'utiliser pour des usages commerciaux. Mais après, si vous voulez faire un compétiteur de ce qu'ils font eux et utiliser le code de Satoru, vous pouvez totalement le faire, mais c'est juste que vous devrez développer votre propre front-end, votre propre UI et compagnie. D'accord. Si tu devais citer un concurrent de Starknet, ce serait lequel le meilleur concurrent de Starknet? Hmm. C'est une question pas simple, dans le sens où bah, il y a plein de dimensions dans ma question. Il y a le meilleur, il y a celui que je crains le plus, celui que je pense qui va être le plus compliqué à gérer. Et en fait, ça va dépendre des dimensions, parce que malheureusement, on n'est pas dans un monde où tout est méritocratique et il suffit d'avoir la meilleure tech pour être le plus gros succès. Donc, celui que je crains le plus ne va pas être forcément celui qui a la meilleure tech, dit autrement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres facteurs qui entrent en compte, comme le marketing, le network effect, ce genre de choses. Bon, je vais essayer de répondre au mieux en fonction de ces différentes dimensions. Mais voilà, pour être clair, je ne peux pas donner un concurrent de manière générale, parce que ça dépend des dimensions. Donc, je vais essayer de détailler mon propos. Bon, d'un point de vue purement pragmatique et factuel, je pense que pour l'instant, les plus dangereux pour Starknet, c'est ceux qui sont déjà bien en place et c'est
c'est même pas les ZK Rollup, mais c'est plutôt les Optimistic Rollup. Donc Arbitrum et Optimism qui ont de l'avance, énormément d'avance parce qu'ils ont lancé bien avant et ils ont déjà beaucoup de TVL, beaucoup de users, etc. Donc même si tout le monde s'accorde, je pense, et tout le monde converge sur le fait que les ZK Rollup sont une solution qui est techniquement supérieure et qui est la solution long terme. Vitalik lui-même, quand il présentait les différents types de roll-up initialement, il présentait les optimistic roll-up comme la solution court terme et les ZK roll-up comme la solution moyen long terme, en tout cas comme le endgame. Et bon, à l'époque, on ne pensait pas que les ZK roll-up allaient arriver aussi vite. En fait, on pensait qu'il y aurait plus de temps. Et du coup, eux, les optimistic roll-up, ça leur a donné du temps pour se développer, puisqu'en plus, c'est beaucoup plus simple, etc. Bon, ce qui est marrant, c'est que même les promesses de base, ils les ont même pas toujours encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a même pas encore, par exemple, de fraud proof sur Optimism. Donc, sans entrer dans les détails, mais c'est la base de la sécurité dans Optimistic Rollup, et elle n'est même pas présente sur Optimism, donc ça c'est catastrophique. Mais c'est aussi une raison pour laquelle je te disais tout à l'heure que malheureusement on n'est pas dans un monde qui est uniquement méritocratique. Donc il suffit pas d'avoir la meilleure tech. Donc d'un point de vue pragmatique pour l'instant c'est eux les compétiteurs les plus gros, les plus puissants, puisqu'ils ont encore une fois le network effect, la TVL, les users et compagnie. Maintenant, si je parle d'un point de vue tech, je pense que d'un point de vue tech, je pense que Starknet, aujourd'hui, je pense qu'on a probablement le meilleur L2. Bon, je veux préciser parce que ça se traduit pas encore à tous les niveaux d'un point de vue utilisateur. C'est pour ça que ça peut paraître paradoxal quand je dis ça, parce que vous allez me dire oui, mais Starknet par exemple n'a pas encore les fees les moins chers. Starknet n'est pas encore le plus de TPS et compagnie. Ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est le fait qu'on a une liberté que tous nos compétiteurs n'ont pas, qui est le fait qu'on n'est pas compatible EVM. Donc ça peut paraître paradoxal parce qu'on peut voir ça comme une faiblesse, mais en fait, c'est peut-être notre plus grande force. Parce que on n'est pas enfermé dans l'EVM. L'EVM, elle existe, elle est définie d'une certaine manière, il y a des standards, etc. Ce qui fait que vous ne pouvez pas dévier comme vous voulez de ces standards. Nous, on peut totalement faire. Et c'est pour ça que, par exemple, on a ce qu'on appelle l'account abstraction natif au niveau du protocole Starknet. On pourra peut-être en parler plus en détail. Mais ça, c'est une force énorme qu'on a. Et par exemple, zk-sync, c'est un cas typique des dérives de la compatibilité EVM et de à quel point ça peut être contraignant. Donc, zk-sync, ils se dit, OK, on a envie d'innover, donc on va essayer d'introduire de la compte abstraction natif dans zk-sync. En même temps, ils étaient obligés aussi d'avoir des EOA. Donc, les EOA, c'est des comptes normaux qu'on voit, c'est juste contrôlé par une clé privée. Donc, c'est le wallet typique que vous avez sur Ethereum avec votre MetaMask, par exemple. Ils étaient obligés d'avoir ça pour la compatibilité Ethereum. Donc, ils avaient déjà les EOA, la compte abstraction native sur zk-sync, et pire encore maintenant, depuis l'ERC 4337 sur Ethereum, qui est quelque chose qui ramène de la compte abstraction sur Ethereum, mais pas au niveau du protocole. Mais c'est une standardisation qui permet d'avoir de la compte abstraction avec des smart contracts, wallet et compagnie. Et ce qui fait que il y aura 3 types d'accounts, par exemple, sur zk-sync. Il y aura la compte abstraction natif, la compte abstraction à la sauce 4337 comme sur Ethereum et les EOA. Donc, c'est catastrophique en termes d'user experience et en termes de dApps parce que les dApps, elles devront gérer ces 3 modes de wallet et compagnie. Donc, nous, on a décidé freestyle dès le début, natif account abstraction, quoi qu'il arrive, on s'y tient. Donc, il n'y a pas d'EOA sur Starknet. Il n'y a pas d'account abstraction 4337. On a l'account abstraction natif sur Starknet et on peut aller total freestyle. On n'a aucune limite, etc. C'est pour ça que je pense que ces choix-là du début vont payer à terme parce qu'en fait, ça va nous donner un avantage énorme en termes d'innovation. On le voit d'ores et déjà avec la compte abstraction, mais il y aura encore plein d'exemples qui vont arriver, notamment avec Volition. On pourra probablement aborder le sujet. Ouais. Donc, je pense qu'en termes de tech, on est très solide et il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochains mois pour améliorer encore considérablement Starknet à tous les niveaux, que ce soit en termes de TPS, que ce soit en termes de frais, que tout. Donc, je suis très confiant d'un point de vue tech. Sur ceux qui sont pas encore live et qui émergent et qui se trouvent très solides d'un point de vue tech, pour être honnête, si je devais te dire celui qui me fait le plus peur d'un point de vue pur tech, je te dirais aujourd'hui probablement soit Maiden de Polygon,
mais pas la zk-EVM et pas la chaîne Proof of Stake. Maiden, donc qui est pas encore live, Ah, je connais qui est un pas peu du tout, une... j'ai pas encore entendu Ouais, parler. Tu dis que ça vient de chez Optimism, du coup? non, non, Polygon. De chez Polygon? D'accord, Oui, c'est d'accord. Polygon. Polygon, ils auront trois solutions concurrentes en même temps Oui, qui il y a le développent. ZKEVM de chez Polygon, mais il Exactement. galère niveau traction. Et Et, galère, euh, aucune traction. et Ouais, point de aucune vue traction. utilisateur, je t'avoue que j'ai déjà débarqué là-dessus, c'est vraiment horrible. Ouais, ouais, donc ils galèrent. Et Maiden, ils ont Maiden dans les bacs, qui est justement un Starknet style dans l'approche, dans le sens où c'est pas EVM compatible. Ils ont décidé de faire leur propre langage comme Cairo, etc. Donc c'est très similaire sur Starknet sur plein des égards. Ils ont aussi des preuves Stark comme nous et compagnie. Et là où ils ont un petit avantage, c'est que ils ont bénéficié du retour d'expérience de 2 ans sur Starknet. C'est-à-dire que eux, ils ont vu des choses qu'ils pouvaient améliorer par rapport à ce qui a été fait dans Cairo, etc. Donc c'est peut-être quelque chose à suivre. Donc, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue technique. Et deuxième, sinon, je dirais l'émergence qu'on voit de plus en plus de risque zéro. Je ne sais pas si tu connais. Si, ouais. Ouais. Donc, risque zéro, c'est très, très solide aussi d'un point de vue tech parce que là où ils sont très, très forts, c'est qu'ils permettent de prouver n'importe quel langage. Donc, les gens, ils pourront développer leur smart contract en Rust ou des langages déjà existants. Ils n'auront pas besoin d'apprendre du Cairo. Donc, ça va devenir encore plus difficile pour nous de justifier l'apprentissage du Cairo, sauf si on a des performances qui sont bien meilleures ou qu'on montre que Cairo est supérieur sur d'autres points, etc. Donc, je vois aussi ça comme un bon moyen de pression pour nous pour ne pas rester sur nos acquis et toujours améliorer Cairo pour en faire le meilleur langage de smart contract et le plus optimisé qui soit. Mais voilà, je te dirais d'un point de vue pure tech, Maiden et risque zéro. D'accord, merci. Tu parlais des wallets tout à l'heure avec donc, les smart contracts. Et Maître Sars qui pose une question. Il dit qu'il a généré un wallet Starknet avec une application qui s'appelle Rules. Il souhaiterait Mm-hmm. importer la seed qu'il a générée sous format hexadécimal, mais que Argentix ou Bravos ne permettent pas cette fonctionnalité-là. Ouais. Ouais. Hmm. Est-ce qu'il y a des Oui. solutions qui existent ou c'est compliqué? Non, en fait, oui, c'est un bon point. Donc, si tu veux, il y a des wallets, donc par exemple Argent, Bravos, etc. Ils ont chacun leur propre version de leur contract account. Donc, comme c'est pas un EOA, c'est pas juste une clé privée, il y a un Ouais. code. À chaque wallet est associé un code. Mais chaque prestataire de wallet peut développer son propre code. Et donc, ils sont pas compatibles entre eux. Ça c'est la réponse courte. Maintenant, ouais, donc probablement le plus simple. Après, ça dépend. Je sais pas combien d'argent la personne a sur son wallet, etc. Mais s'il peut se permettre, le plus simple serait probablement de créer un nouveau wallet et de faire un transfert de fonds. Je pense que dans le futur, il faut qu'on standardise mieux pour être capable de faire passer d'un contract à compte à un autre très facilement. Il faudrait qu'on réfléchisse à des mécanismes pour mieux standardiser tout ça. Mes Rules, d'ailleurs, c'est un bon exemple d'application très stylée que j'ai oublié de citer sur Starknet. Ils sont un peu, je trouve qu'ils sont très avancés en termes d'expérience utilisateur. Je sais pas si la personne peut donner son retour d'expérience, mais je trouve que c'est un bon exemple. Bon, malheureusement, lui, il va peut-être voir ça comme un mauvais exemple parce qu'il a l'impression que du coup, il s'est enfermé dans un wallet qui est pas très facile à migrer. Mais je pense que le process d'installation sur Rules est très intéressant. C'est un petit peu à la Sorare dans le sens où on te masque un peu toute la complexité qu'il y a derrière. On te masque même des fois le fait qu'il y ait une blockchain derrière. Mais c'est vrai que la compte abstraction native, il faut être un peu plus conscient et savoir un peu ce qu'on fait. Le temps au moins qu'on arrive à une standardisation qui soit un peu meilleure, qui va permettre facilement de passer d'un type d'acompte à un autre. Ouais, parce que t'es quand même assez vite enclavé. Je sais qu'à un moment, j'avais envie de tester chez Bravos. Mais vu que j'ai créé mon wallet chez Argentix, ben, t'es tout de suite obligé soit de venir créer un nouveau compte, soit, ouais, ben en fait, t'as pas le choix tout Ouais, simplement. Tu dois aller ouais, créer obligatoirement un nouveau compte et venir migrer tes fonds dessus si t'as envie de tester. Et du coup, tu vas pas avoir tout ton historique, tu vas pas avoir tout ce que t'as déjà fait, tes positions, etc. Et en fonction de ce que tu peux avoir, ben, ça peut être assez embêtant s'il y a une feature, par exemple, qui t'intéresse. ouais, J'ai aussi vu ouais. que de plus en plus, ils ont tendance à faire du 2FA ou du 3FA. Hmm. Notamment avec le système de mail chez Argentix. Je sais pas s'il y a vraiment l'équivalent chez Bravos, mais il me semble qu'il y a un Si, truc qui va si. dans ce sens-là. Ouais. Ils ont deux FA et trois FA sur Bravos aussi avec la biométrie et le hardware aussi.
Ouais, donc 2 FA, 3 FA, c'est des choses qui permettent d'améliorer le niveau de sécurité sur les wallets. Donc ça, c'est la puissance de la compte abstraction, c'est que vous pouvez innover sur les mécanismes de sécurité de votre wallet et vous pouvez aller très loin. Vous pouvez faire des social recovery wallets, par exemple. C'est quoi? C'est de dire, OK, je me fais pas 100% confiance, je sais que je suis assez fou et ou assez pas assez rigoureux et que je peux perdre ma seed phrase, etc. Donc, je veux donner un petit peu le pouvoir à des gardiens que je connais, des personnes de confiance de mon entourage qui peuvent me débloquer si jamais je fais une boulette et que je perds tout, des choses comme ça. Donc, vous pouvez aller très loin, vous pouvez faire des social recovery wallets, des mécanismes d'authentification qui seront vraiment différents. Vous pouvez faire aussi des trucs, je pense, dans le futur qui vont être super intéressants pour définir des règles d'utilisation de votre wallet. Par exemple, mettre une limite max par jour que vous voulez dépenser, ou dire, OK, moi, je veux interagir que avec tel ou tel contrat, tout ce qui va sur un autre contrat que je veux pas, etc. On pourra avoir des trucs très, très évolués qui vont vous permettre un contrôle total sur votre wallet pour augmenter considérablement la sécurité. Donc, je suis très bullish là-dessus, sur la compte abstraction native. Ouais, bah, ce qu'ils ont fait, en tout cas chez Argentic, j'ai pas testé chez Bravos, mais je trouve que c'est ultra pertinent de demander une vérification par mail. En plus, c'est une fois par mois, donc c'est pas trop embêtant. Et si quelqu'un va venir créer un compte, bah, il va devoir venir le vérifier également. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très pertinent. Mm. Toujours sur les Ouais, wallets, il y a Romain qui demande si un jour ce sera possible d'avoir quelque chose qui passe avec un ledger ou un trésor ou équivalent. ouais, ouais, ça sera possible. Mais je crois que c'est déjà possible avec Bravos, il me semble. À vérifier, j'ai jamais testé, mais je crois que c'est déjà possible. Je crois que c'est déjà possible. À vérifier. Mais en tout cas, oui, ça sera possible, ça, c'est sûr. D'accord, ouais, parce que il me semble que quand j'avais créé mon compte chez Argentix, bon, ça fait déjà un petit moment maintenant, mais il me semble qu'on ne l'avait pas proposé, donc c'est vrai qu'effectivement, ce serait un plus, je pense, d'avoir ce genre de feature disponible. Je sais que c'est Ouais, pas directement toi qui s'occupe de ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui serait pas mal d'un point de vue sécurité, je pense. ouais. Non, complètement. Je suis 100% d'accord avec ça. On a besoin de hardware wallet, ça, c'est sûr. Lorsqu'on fait une mise à jour du wallet, du coup, bah, du smart contract, il y a l'adresse qui change. Et comment est-ce qu'il y a un lien qui est gardé entre les deux adresses du coup, ou est-ce que c'est une migration? Enfin, comment ça fonctionne à ce niveau-là? Hum, Non, l'adresse ne doit pas changer. Parce que c'est Maître SARS de nouveau, je suppose que c'est en rapport avec Rules, s'il peut confirmer ça. Ah ouais, si ça va pas cool, je sais pas. Ils ont peut-être des mécanismes spéciaux, mais en tout cas, sur Starknet, non. Quand tu upgrades ton wallet, heureusement, l'adresse ne change pas. Non, non. Alors en attendant il a dit ouais, oui, il a confirmé du coup que c'était Ah, avec Rules, ouais. ouais, Donc d'accord. c'est Ils ont propre peut-être à un Rules. mécanisme. Ouais. Ensuite, avec Layer 0, sachant que bon, on entend pas mal parler de Layer 0 en ce moment, est-ce que ce serait possible et est-ce que c'est envisageable d'avoir un relais chez Starknet pour Layer 0 pour pouvoir bridger avec par exemple Stargate? Ouais, c'est Est-ce que c'est en envisageable. cours de discussion ou c'est quelque chose qui va arriver? Est-ce que tu as des infos là-dessus que tu peux nous donner? C'est envisageable. D'accord, c'est Ouais, envisageable. voilà. Ouais. D'accord, ok. Alors je continue mes questions. On a l'update Volition. Par rapport à ça, Mhm. est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu? C'est une prochaine update qui va arriver sur Starknet, il me semble. Ouais, Volition, ouais, carrément. C'est un exemple de features très innovantes. Alors, qu'est-ce que c'est Volition? Bon, je vais essayer de vulgariser le mieux possible. Ok, donc vous savez, Starknet, c'est un L2 sur Ethereum. Ok. Donc, quand on dit que être un L2 sur Ethereum, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire plein de choses, mais notamment, ça veut dire qu'on veut hériter de la sécurité du L1, en l'occurrence Ethereum. Donc, pour faire ça, il y a deux choses qu'on fait. On génère les preuves de calcul, donc les fameuses Zero Knowledge Proof, donc les Stark. On les envoie sur Ethereum et il y a un contrat sur Ethereum qui va vérifier ces preuves. En plus de ça, on envoie aussi des données, d'accord, qui permettent de reconstruire l'état de Starknet. Et ça, on les envoie sur Ethereum. Donc ça permet à quelqu'un de reconstruire l'état de Starknet, même si il y a plus jamais, même s'il n'y a plus un seul nœud Starknet qui tourne, par exemple. Euh, et ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc d'accord, c'est le niveau de sécurité maximal parce qu'on envoie les données sur Ethereum, etc. Donc on est sûr qu'elles seront toujours accessibles. C'est le niveau de sécurité maximale, mais ça coûte très cher parce que la donnée sur Ethereum, ça coûte très cher. Donc là, actuellement, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 95%
du coût opérationnel de Starknet, c'est le coût pour envoyer la data sur Ethereum. Donc, pour Starkware, opérer le séquenceur, 95% des coûts, c'est l'envoi des données sur Ethereum. Parce qu'il faut payer Ethereum pour envoyer ces données-là pour reconstruire l'état de Starknet. D'accord? Donc, l'idée de Volition, c'est de se dire, OK, mais peut-être que tous les types d'applications n'ont pas besoin de ce niveau de sécurité maximal. Et peut-être que pour certaines applications, c'est OK de ne pas envoyer ces données-là sur Ethereum. Et donc, pour ce type d'applications qui peuvent se permettre ça, et ben, Volition va leur permettre de se dire, au cas par cas, de se dire, OK, bah, cette donnée-là, je veux le niveau de sécurité maximal, donc je veux qu'elle soit envoyée sur Ethereum. Cette donnée-là, elle est un peu moins importante, et ben, et elle est très grosse, donc je peux pas augmenter trop les coûts, donc je me permets de ne pas l'envoyer sur Ethereum, etc. Donc, le développeur va choisir dans son smart contract s'il veut que la donnée soit envoyée sur Ethereum ou pas. Et en fonction de ça, bah, ça peut réduire considérablement le coût. Donc, il y a plein de use cases. D'ailleurs, on a parlé notamment du gaming. Le gaming, c'est un cas d'école parfait pour ça, parce qu'il y a plein de cas dans le gaming où on n'a pas besoin du niveau de sécurité maximal pour tout. On n'a pas besoin d'envoyer absolument toutes les données sur Ethereum. Et dans ce cas-là, on pourrait économiser drastiquement les frais de transaction pour interagir avec Starknet pour ces applications qui n'ont pas besoin du niveau de sécurité maximal et d'envoyer la data sur Ethereum. Donc, c'est ça, Volition. Et donc, c'est très flexible. C'est un mix entre bon, bah, par exemple, il y a ce qu'on appelle les zk-rollup et les Validium. Bon, je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail, mais par exemple, un exemple de Validium, c'est StarkEx. Je ne sais pas si certains sont familiers avec StarkEx, qui est développé aussi par Starkware, qui est un petit peu l'ancêtre de Starknet. Donc StarkEx, bon, je vais vous dire des noms que vous connaissez déjà probablement, mais DYDX et Sora, par exemple, sont sur StarkEx. C'est un L2, mais lui, il n'envoie pas les données sur Ethereum. D'accord? Mais pas du tout, complètement pas. Il a toujours la sécurité dans le sens où il génère les zero knowledge proofs, mais il n'envoie pas les données sur Ethereum. Et ça, c'est beaucoup moins cher. C'est pour ça que, par exemple, DYDX, etc., en termes de fees, c'est pas cher et compagnie. Et Starknet, lui, là, aujourd'hui, il envoie tous Ethereum. Et ben, le mode Volition, c'est un mix entre les deux, hybride, au cas par cas, dans lequel vous pouvez choisir, dire à la carte, bah, ça, cette donnée, je vais l'envoyer sur Ethereum, celle-là, non, etc. Et comme ça, vous pouvez faire baisser considérablement les fees de votre application. D'accord. Donc en fait, c'est de choisir plus ou moins à la carte et en fonction des fonctionnalités, ce qu'on veut sécuriser. Si on veut le sécuriser, on va payer plus cher. Si on a quelque chose qui a moins besoin d'être sécurisé, je sais pas, par exemple, des jetons qu'on va looter sur des mobs qu'on va tuer dans un jeu, c'est des choses qu'on a moins besoin de sécuriser et du coup, on va associer moins de Ouais. coûts à la protection de ces données, quoi. Ouais, par exemple, un exemple, c'est dans le cas d'un NFT, bah, peut-être que l'ID du NFT, tu veux l'envoyer sur Ethereum, mais les métadonnées, non. Tu vois, tu dis c'est fine, j'ai pas envie de les envoyer sur Ethereum. Et dans ce cas-là, tu pourrais D'accord. réduire considérablement le coût d'un mint. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des synergies du coup entre Volition et le IP 4844 qui devrait arriver un de ces jours, Hmm. peut-être? Ouais. Bah, les deux sont complémentaires. Donc, le IP 4844, il va permettre de réduire considérablement les données qu'on va envoyer sur Ethereum. Donc, dans tous les cas, le IP 4844, il va réduire les frais pour tout. Mais en plus de ça, tu peux cumuler avec du Volition pour économiser encore plus. Mais si tu veux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est cumulatif. Ouais, c'est du coup, on peut bien parler de synergie et on va avoir Ouais, les deux qui vont jouer main dans la main. D'accord. ouais, exactement. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi les transactions sur Starknet sont aussi longues. Je pense qu'il fait référence par rapport à d'autres réseaux, par exemple Zcasing qui va en avoir des quasiment instantanés ou Base également, tout ce qui utilise Optimistic Rollup, non, tout ce qui utilise Mhm. l'OP Stack. Est-ce qu'il y a une raison Mhm. particulière, sachant qu'il y a eu une mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça qui a déjà bien permis d'améliorer tout ça? Ouais. Euh, alors, comparativement, il y a sur Zcasing, c'est pas du tout des transactions qui sont quasi instantanées. Donc ça, c'est des applications qui, au niveau de l'applicatif, vous font croire que c'est le cas avec ce qu'on appelle de l'optimistic confirmation. Mais par exemple, si tu vas sur Avenue, sur Starknet, c'est exactement pareil. Tu as la confirmation instantanée au niveau de la date, mais ça ne D'accord. veut pas dire que le bloc il a été créé. Donc ça dépend, c'est au cas par cas sur les applications. C'est peut-être juste à l'impression de ça parce qu'il y a plus d'applications peut-être sur Zcasing qui ont ce mécanisme d'optimistic confirmation. Mais en termes de temps d'inclusion de transaction, je pense qu'on est un peu moins, un peu plus lent que Zcasing en effet aujourd'hui. On a des blocs qui sont plus longs, mais c'est plus ou moins arbitraire dans le sens où
on a une politique qui choisit quand même de pas trop sacrifier l'effet d'échelle. En fait, si tu veux, il y a une balance à trouver parce qu'en fait, plus tu remplis les blocs, plus c'est intéressant économiquement parlant parce que les zero knowledge proof, ils ont une propriété qui est que plus tu vas générer une preuve d'un calcul plus gros, plus tu vas amortir le coût. Mais par contre, plus tu vas devoir attendre que le bloc se remplisse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est un peu où tu choisis de mettre le curseur. C'est-à-dire que si on faisait des blocs plus courts, eh ben, on aurait moins l'effet d'échelle et probablement les transactions seraient un peu plus chères. Donc, il y a la bonne balance qui est à trouver. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on travaille constamment sur l'amélioration des performances pour à la fois diminuer les frais et aussi réduire le block time. Donc, non, il n'y a pas de souci là-dessus au niveau du block time. On va rattraper ça c'est clair, voire même dépasser ce que tu peux trouver sur zCasing par exemple. D'accord, ouais, non, c'était un exemple assez frappant. Je sais que c'est beaucoup moins frappant maintenant, depuis qu'il y a eu une mise à jour assez récente sur Starknet, et du coup, ça va quand même beaucoup mieux, j'ai Ah oui, l'impression. avant, ah oui, oui, non, avant, je veux pas te Avant, mentir, je oui, sais oui, non. que on Ah pouvait oui, attendre c'était 4-5 minutes pour que la catastrophique. transaction passe, quoi. Ah oui, oui, non, carrément. Avant la version 0.12 de cet été, c'était complètement, il y avait une différence énorme. Je parle uniquement depuis. Depuis, effectivement, ça va beaucoup mieux. Et là, maintenant, je pense qu'on a des performances qui commencent à se rapprocher, qui sont assez similaires. Mais Oui, oui, c'est avant, il y a, plaisant à y a- utiliser, en tout cas en ce moment, je confirme, j'utilise assez régulièrement, et ouais, c'est plaisant. hmm. Donc ouais. Par rapport une autre question, par rapport à Mhm. l'impact des farmers d'airdrop sur les layers 2, est-ce que tu as un avis Mhm. là-dessus? Est-ce que tu as quelque chose à Euh, partager sur le sujet? Ben, je dirais que ça devient plus difficile d'évaluer l'utilisation réelle sur le réseau. Donc c'est un peu, on navigue un petit peu à l'aveugle quand on doit essayer de réfléchir un petit peu sur des choses à améliorer ou pas, parce qu'on va se baser sur des métriques, mais on sait que très probablement 90% du trafic c'est des airdrop hunters ou des bots. Donc je dirais que ça rajoute du bruit dans l'équation euh, qui euh, qui facilite pas vraiment le travail d'analyse. Après, ça fait partie du jeu. Hein. C'est normal. Hein. Il y a des opportunités, des gens qui ont des opportunités sur d'autres et qui veulent les saisir aussi. Donc, je comprends parfaitement et je ne porte aucun jugement là-dessus. Mais c'est vrai que d'un point de vue des gens qui construisent le protocole, ça rend plus compliqué l'analyse du réseau pour savoir l'utilisation réelle, etc. Euh, donc ouais, grosso modo, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur les conséquences des farmers de airdrop. Après, je me dis qu'avec le contexte, c'est quand même un peu moins amplifié que si on était en plein bull run pour l'instant. Donc entre guillemets, on a un peu de chance quand même d'être un bear market dans le sens où c'est un peu moins de bruit, de distraction pour builder. Les périodes de bear market en général, c'est les périodes les plus propices pour faire vraiment du build hardcore et vraiment avancer vite. Là où dans les périodes de bull run, forcément, il y a un peu plus de distraction, de bruit, etc., lié à la spéculation. Euh, donc, ouais, voilà. D'accord, oui, effectivement, bah c'est vrai. Je pense que tu as beaucoup de mal, et j'ai aussi remarqué sur pas mal des layers 2, du coup, parce qu'il y a pas mal de spéculation là-dessus. Que sur beaucoup des layers 2, tu vas te retrouver avec de temps en temps une explosion au niveau des comptes qui vont être créés. Il semble que sur Starknet, Mm. c'était le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu un mois là où il y a eu une quantité folle de Ouais, wallets qui ont été créés. ouais, Et c'est vrai complètement. que je pense que ça doit être compliqué à gérer d'un point de vue dev, etc. De se dire Mm. combien de personnes il y a vraiment sur la blockchain et pas combien de Ouais, personnes sont là un petit peu en touriste, quoi. c'est très difficile à savoir, du coup. Ouais, ouais, c'est vraiment pas facile. On est obligé de faire des analyses très poussées pour faire de la consolidation de données, etc., pour voir quel usage est naturel, quel usage est artificiel et tout. Donc, c'est pas facile. Et c'est d'autant plus difficile aussi pour les gens qui développent des dApps sur Starknet. Hein. C'est même pas que pour nous en tant que développeurs du protocole, mais aussi pour les wallets, pour les dApps, etc., pour un petit peu jouer. C'est très important pour eux, les métriques et tout, pour bien gérer les priorités pour les features, pour leur roadmap et tout. Et du coup, c'est vrai qu'ils doivent un petit peu jongler avec tout ça, quoi. D'accord. Et on va enchaîner parce qu'il me semble qu'il te reste plus beaucoup de temps. Je crois que tu dois Tout à partir à fait. 19h, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Sur une autre question qui, je pense, va intéresser pas mal de monde concernant les critères civils pour Arbitrum. Si tu trouves que ça a été utilisé de façon pertinente et que ça a bien pu séparer les farmers, ou en tout cas les personnes qui font du multi-compte, des personnes qui sont vraiment des utilisateurs. Écoute, ça rejoint un petit peu la question précédente dans le sens où
comment on est capable de discriminer une utilisation réelle, organique d'une utilisation artificielle? La réponse honnête, c'est que c'est extrêmement compliqué. Donc, faire des mesures de cible résistance, ça me paraît assez naturel. Maintenant, pour en faire des règles qui soient faires, etc., c'est vraiment pas facile. Mais j'ai regardé tout à l'heure les règles qui ont été appliquées par Arbitrum. Elles me paraissent pas déconnantes. Je pense pas qu'elles ont exclu énormément de users réels. Euh, Ça me paraît difficile parce que, par exemple, la règle dans laquelle il fallait, si tu avais moins de 0,05 ETH et que tu avais interagi avec moins d'un seul smart contract, tu étais pénalisé. Je pense pas qu'un utilisateur réel puisse se faire disqualifier avec cette règle-là. Euh, donc bon, la balance, elle est pas facile. L'idée, c'est de faire quelque chose le plus fair possible pour essayer de récompenser un maximum les utilisateurs réels, mais sans pour autant mettre des critères trop drastiques qui pourraient introduire trop de faux positifs et exclure des utilisateurs légitimes. Bon, je pense que de toute façon, la réponse réelle, c'est que de toute façon, tu auras toujours des gens qui ne sont pas contents. J'ai jamais vu un cas dans lequel tout le monde était satisfait. C'est impossible. C'est vraiment impossible, genre. Donc, ben, je dirais que les critères d'Arbitrum me paraissent pas déconnants. Voilà. D'accord. Oui, je pense que c'est vraiment une histoire de curseur, en fait, de là où tu le positionnes. Ouais, Et en fait, en fonction de là où tu vas le positionner, bah, tu vas venir choper plus ou moins de personnes legit et plus ou moins de personnes moins legit, du coup. ouais, exactement. Et une dernière question, je pense, sinon on va être limite avec ton temps. Ouais, ça marche. Ça Est-ce passait très vite d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est passé extrêmement vite. Est-ce que Ouais. Starknet va proposer quelque chose de similaire à l'OP-Stack, avec des partenariats, par exemple, comme ils ont pu le faire avec Base, OPBNB pour l'Optimism Stack? Mhm. Alors oui, très clairement, on va faire quelque chose dans la même veine que l'OpiStack qui va permettre de créer des app chains Starknet. Donc oui, la Starknet Stack est en cours de création, ça je peux le dire. Je travaille principalement dessus avec le projet qui s'appelle Madara, qui est un séquenceur Starknet qui va justement permettre aux app chains de créer une app chain Starknet en choisissant différentes choses comme le block time, le consensus que tu veux, des choses comme ça, le fee token, tout ce que tu veux. Et l'idée, bah, ça va être de pouvoir construire une chaîne Starknet dans laquelle tu pourras pouvoir faire ton app chain. Il y a déjà des projets qui utilisent Madara et qui vont déployer leur app chain avec Madara. Un exemple qui est public que je peux citer, c'est Pragma. Pragma qui est un oracle Starknet et qui va utiliser Madara pour déployer son app chain Starknet qui sera un layer 3 Starknet. Donc oui. Après, sur la question relative au partenariat, si tu veux, nous, on est beaucoup moins dans une logique de partenariat un petit peu, comment dire le terme? Pas bullshit, c'est pas le bon terme, mais on n'est pas polygone, on n'est pas optimisé. Donc peut-être d'un point de vue marketing, c'est pas la bonne stratégie, mais pour l'instant, c'est pas trop la stratégie d'avoir un marketing trop agressif pour attirer des gros noms comme ça et de faire des gros effets d'annonce. Mais peut-être que c'est une erreur d'un point de vue marketing, peut-être que pour l'adoption, c'est nécessaire, je ne sais pas. Moi, d'un point de vue pure builder, pour moi, j'ai tendance à me dire que, bon, sur le long terme, il n'y a pas besoin de faire ça, mais il y a les réalités du marché qui est toujours là et qu'on ne peut pas nier, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, en termes de la tech qu'on a construit, on est en train de construire la Starknet Stack très activement. Et voilà, et après, j'ai envie de croire que si on arrive à montrer des app chains qui utilisent la Starknet Stack qui sont extrêmement puissantes, qui sont plus performantes que celles de la OP Stack, qui ont une meilleure sécurité, des meilleures transactions, tout, et ben le marché va corriger ça tout seul, etc. Ok. Et si t'as le temps pour une dernière petite question, Allez. pourquoi le token Stark est déployé sur Ethereum et pas directement sur Starknet? Euh, Principalement pour des raisons de sécurité. En fait, on veut utiliser au maximum vraiment la sécurité d'Ethereum. C'est pour ça que, par exemple, pour le futur protocole de Proof of Stake qu'on va utiliser, on va probablement avoir les validateurs qui vont staker directement sur le L1, etc. et utiliser le staking venant du L1 pour sécuriser le L2. C'est volontaire. C'est pour vraiment utiliser au maximum Ethereum le plus possible.
parce qu'il ne faut pas oublier que la promesse d'un L2, c'est vraiment d'hériter les propriétés de sécurité du L1. Donc, je pense qu'avoir le token sur le L1 est une bonne chose. À terme, on est d'accord qu'il sera possible de le bridger du coup vers Starknet. Tout à fait, évidemment, puisqu'on paiera les fees, on pourra payer les fees en Stark token. Donc, évidemment, sur le L2, il sera possible de bridger le Stark. Ok, bah tip top. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci à toi, c'était très cool. Je remercie aussi tous les spectateurs. C'était un grand plaisir et puis avec plaisir pour remettre ça à l'occasion. Ok, bah merci, je vais terminer le live du coup. Ça marche. Tac. Arrêter la diffusion. Et le Waouh! live